Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier live du comptoir du dev. Donc on est très content de vous accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler justement de technologie, de développement, d'informatique et tout ça. Alors j'ai employé le terme on parce que je ne suis pas tout seul. En réalité nous sommes trois et je vais commencer tout d'abord par dire bonjour Pierre. Comment ça va Pierre? Salut Sylvain, bah écoute ça va, je suis très très chaud, ça fait un moment qu'on prépare ce live donc j'ai hâte. C'est clair. Bon et puis bon, je dis qu'on n'était pas que deux, on est trois, parce qu'il y a aussi Virgile. Et comment ça va Virgile? Salut à vous, ça va très bien, ouais. Très content d'être avec vous pour cette première édition du comptoir. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même vous expliquer très rapidement ce qu'est le comptoir. Donc on va venir parler avec des invités de différents sujets, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la veille, justement pour pouvoir découvrir pas mal de choses. Et pour ça, Virgile, je crois que la veille, c'est un sujet qui t'intéresse, si je dis pas de bêtises. Ouais, complètement. La veille, c'est quelque chose sur laquelle j'ai fait des recherches il y a quelques jours, là. Donc j'ai fait un peu de veille, on va dire. Et pour ça, je suis remonté à la source. Donc la veille, ça date, je sais pas si tu le savais, mais des années 80. Ça a été créé par un comité dont j'ai oublié le nom. Je ne vais pas te couper, mais je crois que c'est le comité d'orientation stratégique de l'information scientifique et technique de la veille technologique. C'est bien ça que tu parles. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, en gros, c'est ce que tu veux dire, c'est le Comosis TVT, quoi. Enfin, c'est plus court, tu vois, c'est Oui, plus sympa à dire. Voilà, Ouais. on gagne plus de temps quand même. Voilà, c'est. Donc, désolé de t'avoir coupé. Non, ouais. c'est pas grave. Pour tous ceux qui se demandaient où étaient passés mes cheveux, maintenant ils comprennent. Oui, 2 mois de préparation. Ouais. Je te remets le truc pour que les gens voient de quoi tu parles. Super, merci. Toujours est-il que je suis tombé sur un sujet qui est hyper vaste. On parle de veille économique, de veille sociale, juridique, politique, chimique même. Autant vous dire, j'étais hyper perdu. On parlait même à l'époque d'intelligence technologique et pas de veille technologique parce qu'a priori c'était plus vendeur. Toujours est-il qu'on distingue a priori la veille informative de la veille stratégique. Pour comprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait, j'ai demandé à un pote à moi qui me suit maintenant depuis le collège s'il savait ce que c'était que la veille. Et donc il m'a répondu avec sa plus grande sagesse que la veille, c'était une activité qui avait pour but de suivre des avancées technologiques, pour en tirer parti le plus rapidement possible. Bon, habituellement, c'est pas trop des choses qu'on lit, c'est plutôt des choses qu'on copie-colle. Ce qui est important à savoir, c'est que la veille, ça se distingue dans deux parties différentes. La première partie, c'est la veille passive. Donc, dans la veille passive, ce sont les informations qui viennent à nous. On ne va pas aller les chercher directement, comme par exemple un mail qui arrive dans une boîte mail, une newsletter, une notification push d'un magazine auquel on s'est abonné, ou bien encore une discussion autour de la machine à café avec un collègue qui nous parle de ses dernières recherches sur le framework qui est à la mode. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les informations qui viennent à nous et pas l'inverse. Et par contre, la veille active, vous l'aurez compris, c'est lorsque c'est nous qui allons directement chercher les informations. Comme par exemple, je suis coincé sur un bug depuis plusieurs jours, je vais chercher la solution sur des forums. Ou bien je sais que ce matin, il y a une nouvelle mise à jour de ma librairie préférée qui est sortie, je vais aller voir quelles sont les nouveautés qui ont été apportées, etc., etc. Bon, une fois qu'on a compris tout ça, c'est chouette, mais à quoi est-ce que ça sert exactement, du coup, de faire de la veille? Ça va nous permettre de mieux connaître notre environnement, l'environnement dans lequel on travaille. Ça va nous permettre aussi de nous tenir informés de toutes les avancées technologiques, de toutes les technos que l'on utilise. Et ça va aussi nous permettre de nous stimuler par la découverte. Une belle mise à jour, un beau patch d'une librairie qu'on utilise, ça donne forcément un petit rebond à notre projet, quoi. Mais pas que. Ça nous permet aussi d'être force de proposition. Parce que si j'apprends pas mal de choses en faisant de la veille, je vais pouvoir apporter ma connaissance lorsque, avec mon équipe, on rencontre des problèmes. Des endroits où d'autres n'auraient pas forcément pu répondre. Ça me permet aussi de maintenir ma stack stable et sécurisée, j'ai réussi à le dire, en tenant mes technologies à jour. Et enfin, ça nous permet aussi d'être vecteur de veille passive. Je vais être le fameux collègue qui va venir te parler autour d'un café de la dernière technologie, de la dernière version de la technologie qu'on utilise, quoi. Bon, vous l'aurez compris, c'est assez vaste. Du coup, ce qui va être important, c'est de savoir organiser sa veille. Et l'autre jour, il me semble, Pierre, tu m'avais dit que tu avais un moyen pratique pour organiser tes veilles, toi.
Ouais, effectivement. Je passe beaucoup de temps à essayer d'organiser ma veille pour avoir la veille la plus efficace. Et j'ai essayé de réfléchir à un système qui me permettrait de découper mes différents niveaux de veille et savoir un peu comment je peux m'organiser. Pour faire ça, je me suis dit que j'allais découper ça en plusieurs niveaux, avec chacun des niveaux qui aurait un impact différent sur mon quotidien et sur mon métier. Du coup, le premier niveau, ce serait ma stack de travail, donc la stack sur laquelle je travaille tous les jours. Donc moi, pour moi, ça correspond à de l'Angular, du serverless, de la WS. L'important, c'est pas de comprendre de quoi je parle d'un point de vue technique, mais c'est plutôt de comprendre que c'est ce que je fais tous les jours. Et du coup, la veille, à ce niveau-là, elle va consister à regarder quelles nouvelles librairies sortent, est-ce qu'il y a des failles de sécurité qui sont détectées sur ces librairies-là, est-ce que j'utilise des librairies qui sont deprecated, etc. Tout ce qui pourra avoir un impact sur la stabilité et la sécurité de ma stack. Ensuite, si on prend un peu de recul, le deuxième niveau, ce serait plutôt le champ technologique. Le champ technologique, du coup, pour moi, ça correspondrait au cloud computing et au framework front-end. Et j'ai passé, mais il y a d'autres choses, hein. Il y a tout ce qui va être autour de Jenkins, par exemple, tout ce qui est CI, etc. Mais je voulais pas remplir trop le schéma. Du coup, l'idée là, c'est de prendre un peu d'abstraction et de voir un peu tout ce qui concerne donc, ce champ technologique-là qui va nous permettre après de faire évoluer notre stack en fonction des retours, de voir un peu ce qui se passe chez les concurrents, par exemple sur GCP, et de pouvoir toujours être dans cette amélioration continue au niveau de la stack. Ça permet aussi de prendre du recul, notamment au niveau de l'architecture. Parce que là, on parle plus d'une technologie en particulier, mais on va plutôt parler d'une architecture. Et du coup, prendre du recul là-dessus, ça nous permet aussi de mieux organiser notre code et notre réflexion. Si on prend encore un peu de recul, on arrive sur le niveau du domaine technologique. Donc là, pour moi, le domaine technologique, c'est le développement web. Et du coup, là, on prend vraiment un pas en arrière. Ça nous permet d'avoir un regard sur vraiment tout ce qui se fait dans notre domaine. Donc tous les types de frameworks, que ce soit des frameworks front-end, back-end, CSS, tout ce qui va concerner le web design aussi, les DevOps, d'autres systèmes d'architecture, par exemple toutes les architectures monolithiques. Moi, j'en fais pas aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Et ça nous permet de savoir comment le milieu évolue, puisqu'a priori, tout ce qui est cloud computing, c'est quelque chose qui est plutôt moderne. Moi, il y a bien un moment, on a fait de la veille sur le sujet pour savoir que c'était intéressant d'y passer. Donc, ça nous permet de voir ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Et en même temps, un jour, on va sûrement être confronté à ce genre de techno, donc c'est important de regarder ce qui se passe. Donc là, ça a toujours un impact sur notre stack et ça commence à avoir un impact aussi sur notre métier et la manière dont notre métier évolue. Donc si on prend encore plus de recul sur notre métier, je suis parti du métier de développeur. Donc prendre ce recul-là sur notre métier, ça nous permet de voir ce qui se passe au-delà du développement web pour moi. Donc ça va concerner par exemple l'IA, l'IoT, le développement logiciel. Et avec ça, on prend un peu du recul sur comment évolue notre métier. Quels sont les domaines tendances, les domaines qui arrivent, quels sont les domaines qui ont plutôt tendance à mourir. Et au-delà de ça, c'est aussi comprendre comment fonctionne notre métier. Et là, on va aborder des notions plus d'agilité, de software craftsmanship, donc le côté plutôt artisanal, et de voir un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment sur un aspect plutôt de carrière. Pour le coup, je bosse dans une ESN, donc je vais changer de mission dans quelques années, et je me retrouverai peut-être sur des domaines qui sont complètement différents. Donc c'est important de regarder ce qui se passe. Et si on prend encore un pas de recul, on arrive sur la technologie. Et donc là, la technologie, ça concerne vraiment tout ce qui se passe dans le domaine technologique. Que ce soit le dernier smartphone qui sort, une faille de sécurité qui est découverte, une nouvelle technologie, ça nous permet de voir comment ça évolue et ça aura un impact sur notre carrière ou alors sur notre stack. Des fois, ça n'aura aucun impact, mais ça enrichit notre culture G. Et ça va même au-delà de simplement des technos qui sortent, hein, ça peut être aussi des nouvelles législations. Typiquement, la RGPD, ça a eu un impact fort sur sur toute enfin, sur tous les niveaux jusqu'à notre stack. Et ça permet encore une fois de regarder ce qui se passe et de voir quelles évolutions sont possibles au niveau de notre métier. Donc tout ça, ça nous donne des éléments pour organiser notre veille. Et une fois qu'on a ça et qu'on a commencé à découper toutes les choses sur lesquelles on va devoir faire de la veille, il est important de savoir comment est-ce qu'on s'organise. Et du coup, Sylvain, je crois que tu as une technique pour s'organiser. Ouais, alors on va en parler effectivement. Euh, donc déjà, il faut savoir où est-ce où est-ce qu'on peut aller chercher les informations. Donc pour ça, on va brosser vite fait le portrait de plusieurs sources d'informations que l'on peut avoir. La première, ce sont les réseaux sociaux. Donc bon, ça c'est principalement Twitter, on va pas se mentir. Sur Twitter, vous pouvez suivre par exemple des profils de certaines technologies ou certains développeurs qui justement font de la veille et qui partagent beaucoup de choses. Et là, vous pouvez être tenu au courant assez rapidement de pas mal d'infos. Le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, vous allez rester quand même dans votre sphère, au plus proche dans le plus petit périmètre, en gros, on va dire, qu'on a vu juste avant. Deuxième
possibilité pour pouvoir se tenir informé, c'est tout ce qui est site et blog. Donc là, on a plusieurs. On a Medium qui est assez connu. On a aussi DevTo qui est pas mal connu non plus. Développer.com qui est français, qui est pas mal non plus, hein. Sur ces sites-là, vous allez avoir beaucoup d'informations, mais c'est pareil, on va plutôt avoir tendance à aller chercher les informations qui nous intéressent, sans forcément aller s'intéresser à tout ce qui est autour. Donc bon, c'est souvent des articles de meilleure qualité, un peu plus qualitatifs, mais voilà, c'est pareil, ça reste quand même toujours assez proche du centre, quoi. Une autre source dont on peut parler, c'est tout ce qui est magazine, tout ce qui est revue et livres. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ligne éditoriale qui est proposée derrière ça, et tous les mois ou tous les 2 mois, suivant la fréquence de sortie du magazine, vous allez avoir une thématique complètement différente. Donc un coup ça va être du cloud, un coup ça va être du front-end, un coup ça va être du Python. Et avec ça, vous pouvez vous renseigner déjà sur des technologies auxquelles vous ne seriez pas allé dans un premier temps. Mais en plus de ça, il y a aussi toute une partie actualité. Enfin, il y a pas mal de choses qui viennent enrober ces différents dossiers. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Si on part sur un côté un peu plus humain, ce qui peut être bien aussi, on a les communautés. Donc des communautés qui peuvent être privées ou publiques, on va vite fait les différencier. Communauté privée, c'est par exemple dans votre entreprise, s'il y a par exemple, des groupes d'agilistes, voilà, ben vous pouvez monter en compétence sur ces sujets-là, faire de la veille sur l'agilité, ou sur des sujets aussi plus techniques, hein, peu importe. Donc c'est intéressant d'aller les chercher, parfois c'est aussi sur les réseaux sociaux d'entreprise qu'on peut les retrouver. Et après, il y a les communautés publiques. Donc là, c'est typiquement ce qu'on fait nous ce soir. Voilà, on est là. C'est justement du partage un peu plus libre et tout le monde peut venir voir et écouter ce qui se passe. Un autre support qui est assez prisé et sur lequel je suis en train de vraiment sauter à pieds joints dedans, ce sont les podcasts. Où là, on peut se retrouver aussi avec beaucoup de podcasts différents. Autant sur des sujets qui sont très très techniques que des sujets par rapport à votre carrière, par rapport à l'agilité, par rapport à des retours d'expérience, des interviews. Voilà, donc ça, il y a quand même de quoi faire. Et puis pareil, en vidéo YouTube, il y a quand même beaucoup de supports aussi qui peuvent être intéressants. Et le dernier support dont je voudrais parler, ce sont les conférences et les talks que vous pouvez voir. Donc ça, typiquement ce soir, on va en faire 2, enfin même 3 hein, si on compte celui-ci. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. On va vous parler de sujets auxquels vous ne serez peut-être pas forcément intéressé de prime abord. Et là aussi, voilà, on peut rayonner un peu plus sur l'ensemble de la technologie. Alors ça c'est bien, maintenant on a plein de sources différentes et puis on se dit ok, ça va vite être le bazar et surtout il faut quand même du temps pour pouvoir faire tout ça. Donc le temps, comment s'organiser par rapport à ça? Il n'y a pas de technique en fait. Vous devez faire ce qui vous convient le mieux. Donc il y a une petite astuce quand même qui consiste à se dire bon voilà, je vais bloquer dans mon calendrier un petit créneau pour dire voilà, je me fais 1 heure, je me fais de la veille. Bon, il y a aussi une autre possibilité, c'est de vous dire que tous les 2 mois, par exemple, vous venez voir le comptoir du dev. Voilà, c'est un très bon moyen de faire de la veille. Je dis ça comme ça, c'est tout. Mais bon, ça résout pas tous les problèmes aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de sources de données, et parfois on reçoit des messages, on voit passer un truc sur Twitter, et puis on sait pas trop, on n'a pas le temps de le lire à ce moment-là, et puis on risque de le perdre. Et donc pour ça, Pierre, je crois que là aussi tu avais un truc assez intéressant à nous montrer par rapport à ça. Ouais, intéressant. En tout cas, moi, je l'utilise. C'est Pocket. Alors, il y en a sûrement beaucoup qui connaissent déjà. Pocket, c'est vraiment un outil qui est hyper pratique pour justement enregistrer un peu tous les liens sur lesquels on passe et tous les articles qu'on trouve. Pour ça, ce qui est cool, c'est que c'est disponible sur Chrome. Il y a une extension, il y a l'application web et il y a une application mobile. Donc, ça vous permet vraiment de centraliser toutes les sources que vous trouvez. Pour ça, à chaque fois, dès que vous rencontrez un article qui vous intéresse, vous allez pouvoir l'ajouter tout simplement en rajoutant des labels et après, vous les retrouvez quand vous allez sur l'application. Donc, moi, j'utilise beaucoup. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il récupère les articles directement. Et comme ça, vous pouvez les consulter directement sur Pocket sans retourner sur le site d'origine. Ça vous permet aussi de pouvoir un peu changer la police pour que ce soit plus lisible, changer la couleur de fond si vous voulez vous mettre en dark view. Et après, vous pouvez aussi surligner quelques passages si vous voulez retenir quelques passages qui vous semblent intéressants. Donc ça, c'est assez cool. Vous pouvez enregistrer des vidéos, vous pouvez enregistrer des articles, différents liens. C'est sûr que ça demande de se poser un moment, juste pour voir un peu comment vous allez organiser vos labels, parce que sinon vous faites presque un label par article et vous en sortez pas. Moi, j'ai commencé le travail, mais c'est vraiment pas encore parfait. Mais ça vous permet en tout cas de centraliser tous les éléments de votre veille. Alors j'ai aussi entendu parler de Notion. Personnellement, je n'utilise pas, mais il paraît que c'est un très bon outil aussi pour ça, qui vous permettrait en plus de pouvoir mettre des notes. Donc écrire des choses à côté. Ce qui est vrai que c'est pas disponible aujourd'hui sur Pocket. Pocket, là, je vous présente que la version gratuite. Pour le coup, je n'utilise pas du tout la version payante. Je sais même pas ce qu'il y a dedans.
mais je suppose que du coup, vous pourrez encore avoir des fonctionnalités en plus que je connais pas. Ensuite, pour faire ma veille, j'utilise beaucoup de newsletters. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les newsletters. Moi, je trouve ça vraiment pratique, parce qu'on parlait tout à l'heure de veille active et de veille passive. Et du coup, j'ai pas besoin de me fixer de créneau en fait dans ma semaine. Je sais que tous les X, je reçois des newsletters, et du coup, c'est ce qui me permet de lancer ma veille. Si c'est des newsletters quotidiennes, bah, tous les jours, je vais aller regarder vite fait. L'idée, c'est justement d'utiliser Pocket pour, comme ça, je regarde rapidement les mails que je reçois tous les jours, et je note juste si le sujet a l'air intéressant ou pas. Et je le lirai plus tard dans la soirée ou un autre jour. Et après, dans la semaine, des fois, je me prends des créneaux un peu plus gros, souvent le soir, pour lire plus en profondeur les articles et lire certaines newsletters qui sont plutôt à la semaine, voire au mois. Ensuite, au-delà de ça, ce qui est important pour faire une bonne veille, c'est vraiment d'échanger avec son entourage. La veille, ça se fait pas que sur son PC en regardant des blogs et des vidéos sur YouTube. La veille, ça se fait aussi beaucoup en discutant, ne serait-ce qu'avec ses collègues. En fait, vous le faites déjà tous indirectement, mais c'est important de comprendre que c'est vraiment un acte de veille. D'une part, ça vous permet d'enrichir la veille de vos collègues et de votre entourage. Ça peut être aussi vos amis ou des membres de votre famille. Faites ce que vous voulez. Et en plus de ça, ça vous permet de recevoir de la veille de vos collègues aussi. Tout à l'heure, je vous montrais les différents niveaux. Et logiquement, en discutant avec vos collègues, vous allez avoir des informations qui sont proches du niveau de votre stack, qui sont des informations qui sont peut-être plus compliquées à trouver sur Internet, parce que on est sur des informations très précises. Ce qui est hyper intéressant quand on fait de la veille aussi, c'est de pouvoir tester un peu, parce qu'en général, quand on fait de la veille, on reste sur des trucs très théoriques, et c'est intéressant des fois de mettre un peu en pratique ce qu'on voit, pour pouvoir tester vraiment les informations. Du coup, faire des POC, ça peut être cool. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver le temps pour faire des POC, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, ça vous permet d'éprouver un peu plus la chose, et aussi de vous stimuler, hein. Beaucoup d'entre nous sont développeurs, donc développer en général, ça nous fait plutôt kiffer, donc pouvoir faire des POC dessus, ça fait qu'on va au-delà de simplement lire un article d'une techno cool. Et le quatrième point que je trouve hyper important, c'est de retransmettre ce que vous avez appris. On dit souvent que le meilleur moyen d'apprentissage, c'est d'apprendre aux autres, d'enseigner. Et du coup, il y a plein de moyens pour faire ça. Ça peut être écrire des articles dans un blog, ça peut être venir faire des talks au comptoir. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va vous en reparler. Et ça peut être aussi juste répondre à des messages sur Stack Overflow ou sur d'autres forums de gestion de bugs aussi. Donc tout ça, c'est participer aussi à votre veille, puisque quand vous allez faire ça, vous allez aussi aller rechercher d'informations ailleurs, donc vous allez faire de la veille active. Et en plus de ça, tous les articles que vous avez trouvés, c'est des gens qui les ont déposés. Donc l'avantage quand vous faites ça, c'est que vous contribuez aussi à toute cette communauté-là qui fait de la veille. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a créé cette émission-là, c'est pour contribuer à notre tour à la veille. Alors la veille, c'est important, c'est même primordial pour moi dans notre métier. Par contre, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège du hype-driven development. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le hype-driven development, c'est le principe de dire qu'on développe des choses juste par tendance, juste parce que c'est à la mode. Et en fait, la veille, ça peut vraiment avoir ce travers-là. Parce qu'à force de voir des articles sur la dernière techno-tendance, on peut avoir tendance justement à vite changer notre stack pour mettre la dernière techno à la mode. Et être toujours dernier cri au niveau de notre stack. Ça, en fait, ça va créer de l'instabilité. Si vous le faites tout le temps, à la fin, votre stack est pas stable. Les connaissances, elles sont pas stables aussi au niveau de votre équipe. Et du coup, vous perdez vraiment en efficacité. Donc, c'est pour ça que l'époque, c'est intéressant. Ça vous permet de tester sans casser votre stack. Et après, faut faire évoluer sa stack, mais il faut la faire évoluer petit à petit en ayant connaissance de ce qu'on fait. Et ce qui est dangereux souvent avec les choses qui sont tendances, c'est que ça manque de maturité. Donc du coup, injecter quelque chose qui manque de maturité dans votre stack, c'est pas forcément le plus intéressant. Du coup, voilà, donc là, dans toute cette présentation-là sur la veille, on voulait vous montrer un peu notre point de vue et la raison pour laquelle on a créé le comptoir. Et du coup, je vais laisser Sylvain nous en dire un peu plus sur ce qu'est finalement le comptoir du dev. Oui, allez, on va continuer pour pouvoir parler rapidement du comptoir du dev, même si on a déjà un petit peu parlé, mais donc, le comptoir du dev, pour pouvoir résumer, c'est une communauté de passionnés donc, qui vont se réunir tous les 2 mois pour pouvoir faire une émission en direct sur Twitch. Ce sera l'occasion d'écouter des gens donc, passionnés et passionnants sur plein de sujets différents qui peuvent être du coup des sujets techniques ou même des sujets sur l'agilité, la gestion de projet, des retours d'expérience. Enfin bref, voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de sujets complètement différents qui soient abordés.
Et dans un second temps, on propose aux gens de venir nous rejoindre sur notre serveur Discord pour pouvoir discuter avec les différents invités qui vont faire des talks juste après. Là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, à ce propos, j'affiche vite fait le lien du Discord. Voilà, vous pouvez vous y connecter, vous inscrire. On vous montrera après quand même comment on fait, mais en gros, vous pouvez nous rejoindre pour juste après. Et le lien aussi s'affiche dans le chat. Du coup, pour en revenir au comptoir du dev, c'est un petit peu un mantra, que vous soyez dev ou PO, barbu ou chevelu, tout le monde est le bienvenu au comptoir du dev. Et puis je crois pouvoir dire que ça y est, le comptoir du dev est officiellement ouvert. Ça y est, on l'a fait. Donc Enfin. bravo, voilà. C'est terrible sans public en temps réel. Ouais. Sans seul un peu. Ça va, Mais ça va le faire, ça va le faire. Ok. Ça va, ok. Dans le chat quand même, ça clappe un peu. Ok. Donc là, Virgile, est-ce que tu pourrais déjà nous présenter un petit peu le programme de la soirée? Yes, alors ce soir pour l'ouverture du comptoir, on accueille deux invités. Le premier c'est Alexandre qui va nous parler de Python et de C++. Mais je vais pas en dire plus parce qu'il me semble, Sylvain, que tu le connais plutôt bien. Donc je te laisserai le présenter à tout le monde. Moi je vais plutôt vous présenter la première personne qui va intervenir. Donc notre premier invité c'est Thomas. Salut Thomas. Salut, salut à tout le monde. Comment tu vas? Ça va bien. Ouais, Un peu stressé, mais ça va le faire. ça va le faire. Il n'y a personne en face de toi que ton écran. Est-ce que Pas tu faux. pourrais te présenter un petit peu à tout le monde? Ouais, bah, je m'appelle Thomas, je suis diplômé de MIAGE de cette année et je vais faire une petite présentation sur l'IA. Alors, c'est orienté pour les débutants et pour ceux qui veulent découvrir un petit peu qu'est-ce qu'ils sachent derrière ce grand mot qui est IA. Cool. Et comment tu t'es mis à faire de l'IA du coup? C'est quelque chose que tu aimes bien À la suite de mon stage à Orange, on travaillait sur le Big Data et du coup, je me suis renseigné sur tout ce qui touche au Big Data et ce qui touche au Big Data, c'est l'IA. Cool. Bah écoute, je crois que c'est tout bon. La scène est à toi. Ok. Juste un truc avant pour pouvoir poser des questions, parce qu'en fait après on va lire vos questions, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, c'est hyper confus ce que je suis en train de dire. Et pour pouvoir le faire, vous tapez point d'interrogation, votre question, et puis derrière nous on les ressortira à la fin pour que Thomas puisse y répondre. Et là ce coup-ci c'est bon, promis, Thomas je te laisse la main. Ok, nickel, merci. Du coup, moi je vais vous parler un petit peu d'IA. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est orienté pour les débutants et ceux qui veulent découvrir. Il n'y aura pas de notions techniques compliquées à avoir, etc., etc. Et je vais faire une petite démo on verra, sur des petits champignons. Voilà, ça sera sympathique. Alors déjà, avant toute chose, avant de commencer les démos et de parler technique, on va se demander qu'est-ce que c'est l'IA. Une définition Wikipédia, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Je t'interromps 2 Pardon. secondes, Thomas. Oui. Je crois qu'il y a le partage Skype qui est encore sur ton écran. Du coup, on voit pardon. encore mon joli visage. Excusez-moi. C'est bon là? Yes. C'est nickel. Nickel. Alors, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est qu'on va vouloir simuler l'intelligence humaine. C'est vraiment pas, il faut dissocier ça avec vraiment la partie uniquement informatique. Il y aura, dans l'intelligence artificielle, il y a cette volonté de recréer comment fonctionne le cerveau humain. Et en fait, le concept de l'intelligence artificielle, il date pas d'aujourd'hui, même si c'est un concept qui en ce moment est en train d'exploser. Il faut savoir que ça date en fait des années 50. Enfin, une bonne partie des algorithmes qu'on semble redécouvrir aujourd'hui datent des années 50 et pour les plus récents des années 80. En fait, ce qui constitue vraiment la révolution que nous connaissons aujourd'hui, c'est le couplage désormais permis entre les algorithmes que l'on savait avant et l'accessibilité avec les données. Aujourd'hui, c'est très facile d'obtenir des données via les nouveaux capteurs, les objets IoT, les nombreuses API, les bases ouvertes, etc. Et la deuxième chose qui a permis aussi l'explosion de l'intelligence artificielle, c'est la capacité de calcul qui avant n'était pas accessible, mais qui aujourd'hui, avec l'évolution des ordinateurs, l'évolution des serveurs, est disponible. Alors, pour revenir sur l'image, tout à droite, vous avez un personnage qui est très important pour le domaine de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Marvin Minsky. En fait, il a fait partie d'une conférence à Dartmouth, en Angleterre, pendant l'été 1956. Et les historiens et les gens du domaine considèrent que c'est l'acte fondateur de ce qu'on appelle le domaine d'intelligence artificielle.
Donc vous voyez à gauche la conférence avec tous les chercheurs de l'époque. Alors Marvin Minsky, c'est pas n'importe qui dans le monde de l'informatique, et même dans le monde normal. Il a été considéré au XXe siècle comme l'une des personnalités les plus intelligentes du monde. Il a été un des inventeurs du langage du Lisp, du garbage collector, donc ce petit ramasse-miettes qui permet la gestion assez simple de la mémoire, et même du calcul en temps partagé, qui est directement l'héritier de notre actuel cloud computing. Alors Marvin Minsky, pour faire simple, il était considéré comme le prophète dans le milieu de l'intelligence artificielle, mais il avait un profil assez mathématique, très peu informatique. Et donc du coup, il a beaucoup travaillé avec une autre personne qui s'appelait McCarthy, que l'on peut voir ici, qui était surnommé le geek, donc c'était le geek et le prophète. Et ces deux personnes, en fait, ont créé un centre de recherche au MIT pour développer ce que l'on connaît aujourd'hui comme les réseaux de neurones et le deep learning, que l'on verra un petit peu ce que c'est après. Marvin Minsky, en 1969, il va obtenir le prix Turing. Donc le prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel, mais en informatique. Pour information, le dernier Français à avoir le prix Turing, c'est Yann Lequin, qui travaille pour Facebook dans le centre de recherche d'intelligence artificielle. Et du coup, c'était pour ses travaux sur les réseaux de neurones. Alors, on entend beaucoup avec l'IA des termes comme machine learning, deep learning, du coup, intelligence artificielle aussi. Et qu'est-ce que c'est et quelle est la différence entre ces trois choses? En fait, il faut voir ça comme des ensembles. L'IA, c'est le nom du domaine dans lequel il y a le machine learning, deep learning. Et après, il y a aussi une différence entre le machine learning et le deep learning. La différence entre machine learning et le deep learning, c'est qu'une machine learning, en gros, c'est un système où on va lui donner un jeu de données et des règles, et lui, il va faire des prédictions en fonction de ça. Il va apprendre en fonction des données et des règles qu'on lui donne, et il va nous sortir des prédictions. Et le deep learning, c'est un système qui apprend via des réseaux de neurones, et il est sans être guidé par l'homme. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas lui donner des règles, c'est lui-même qui va essayer de les construire. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'on peut considérer comme IA? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme système de machine learning ou de deep learning? Eh ben, par exemple, l'un des premiers automates que l'on considère comme faisant partie de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le Turk mécanique de Jonathan Wolfgang von Kepelen, qui était ingénieur à la Cour impériale de Vienne. Il a fabriqué du coup un automate qui permettait de jouer aux échecs tout seul. Et en fait, cet automate était très fort parce qu'il gagnait absolument contre tout le monde. En fait, il n'était pas vraiment automatique parce qu'il y avait juste une personne dedans qui jouait à la place et qui bougeait lui-même les pièces. Après, on pourrait parler aussi du projet Deep Solar, qui est un projet, lui, par contre, de deep learning, donc qui est différent comme on l'a dit tout à l'heure, du machine learning, qui est un peu plus poussé. Et en fait, lui, son réel avantage, c'est qu'il permet, grâce à l'analyse des satellites, de définir l'emplacement GPS et la taille des panneaux solaires au Canada et aux États-Unis. Et en fait, sa grosse précision et son gros avantage, c'est qu'il évolue au fur et à mesure du temps, car il apprend au fur et à mesure des jours des nouvelles images qui lui parviennent. Donc ça, c'est un exemple de deep learning. Quand on lui a dit, tiens, ça c'est des images, on lui a donné quelques images de panneaux solaires, on lui a dit, ça c'est de telle taille et ça c'est un panneau solaire. Et c'est lui-même qui, après, en regardant les autres images, va comprendre que cette image contient un panneau solaire, etc., etc. Donc là, on n'a pas trop parlé de données, mais dans l'intelligence artificielle, les données, c'est presque l'une des choses les plus importantes. Comment, dans mon projet, je vais pouvoir définir si mon jeu de données est suffisant et si il va être facteur de réussite pour la suite? Eh bien, déjà, tout d'abord, on va regarder le nombre de notre donnée. On sait que plus on aura de données, plus on sera précis, plus l'apprentissage pour nos modèles de machine learning, de deep learning sera bon, et mieux ce sera. Mais aujourd'hui, c'est pas trop un problème d'avoir des données. On sait que c'est assez simple d'en acquérir. Et dans le monde du big data, c'est pas ce qui est le plus dur. Peut-être ce qui peut compliquer, c'est la qualité des features. Alors, ce qu'on entend par features, ce sont les données qui vont nous servir pour l'apprentissage et qui vont nous servir à prédire, du coup, une valeur que l'on appellera target, elle.
Donc la qualité, quand j'entends par là les qualités des features, ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est aussi, c'est surtout la différence et l'hétérogénéité, j'arrive pas, de ces features. Ensuite, on va observer aussi dans notre jeu de données si on a des données qui sont vides ou des données bruit que l'on va vouloir minimiser au maximum. C'est des données qui peuvent fausser notre apprentissage et donc fausser aussi du coup les prédictions que l'on aura derrière. Alors du coup, une fois qu'on a pu se dire que notre jeu de données était de qualité suffisante, quelles sont les étapes que l'on va suivre pour notre projet de big data et après derrière d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Ben, la première étape, c'est comme j'ai dit, c'est l'acquisition. Donc on va vouloir acquérir les données. Donc aujourd'hui, ça passe souvent par des API, par des relevés de compteurs, par des relevés de capteurs, par des fichiers CSV, etc. Ensuite, il y aura toute la phase de préparation, comme on a vu juste avant. On va vouloir supprimer du coup ces données parasites si elles sont trop nombreuses ou qui vont fausser notre analyse, les données dupliquées, les blancs, etc. Et les features inutiles aussi. Ensuite, on va vouloir créer le modèle, et là j'entends par là de choisir le modèle que l'on va utiliser pour prédire nos données. Est-ce qu'on est sur une histoire de clustering, c'est-à-dire de classer des éléments, ou bien de régression? Est-ce qu'on va vouloir deviner une valeur? Ensuite, on va évaluer notre modèle, c'est-à-dire observer le taux de réussite, observer si on n'est pas sur un phénomène de surapprentissage, de sous-apprentissage, qui peut poser problématique dans les prédictions. Et ensuite, une fois que le modèle et que l'évaluation nous convient, on va parler de déploiement. Donc du coup, maintenant, je vais passer à la démo. Un point rapide sur les outils que je vais utiliser. Donc moi, je vais utiliser les notebooks de Jupyter. Donc un notebook, c'est simple, c'est un petit rapport un petit rapport où je peux écrire du texte, que je peux mettre des images et je peux mettre du code sur la même page, et je pourrais l'envoyer par exemple à une personne qui est non développeur avec un projet déjà lancé, et donc déjà des exécutions, donc plus besoin de relancer le projet, etc. Je vais utiliser du coup le langage Python, qui est peut-être pas le plus performant de tous les langages, mais qui me permet qui a beaucoup de bibliothèques pour la data science. Et je vais utiliser du coup TensorFlow et Keras, qui est un outil de Google pour faire des réseaux de neurones facilement. Alors, je vous ai mis un lien Kaggle ici dans la démo. C'est simplement le jeu de données que j'utilise pour la démo. Pour faire simple, ce jeu de Kaggle, c'est un site qui regroupe un ensemble de jeux de données et de tâches. Où le but, ça va être aux personnes qui rejoignent ce site de faire des tâches, en fait, de faire des sortes de user stories sur des jeux de données. Ici, par exemple, l'une des tâches que l'on a pour le mushroom detection, c'est de faire la classification using Keras. Donc c'est ce que je vais faire. Alors tout le code et tout ce que j'ai fait, c'est bien sûr c'est moi qui l'ai fait, mais on pourrait prendre ici un exemple de gens qui ont contribué pour observer, pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait et quelle méthodologie ils ont voulu utiliser. Mais voilà. Donc si jamais vous voulez faire des petits projets de petit POC avec de la data, sachez que Kaggle c'est gratuit, et ça peut être intéressant, en tout cas pour ce domaine-là. Pour parler du jeu de données en lui-même, nous, ce que l'on va vouloir faire dans ce jeu de données, c'est prédire si un champignon est comestible uniquement en regardant sa caractéristique physique. Alors, qu'est-ce que j'entends par caractéristique physique? C'est la taille des lamelles, la taille du chapeau, la taille de la tige, etc. Bon, il y a beaucoup de caractéristiques différentes. Et pour ça, on a du coup un jeu de données de 8000 champignons à peu près, déjà étiquetés, c'est-à-dire où l'on sait si déjà ils sont mangeables, s'ils sont comestibles ou non. Et on verra comment du coup, grâce à l'intelligence artificielle ou d'autres algorithmes de machine learning, si vous avez suivi un petit peu, ça peut être un petit peu différent. Je me suis débrouillé à avoir des résultats assez impressionnants pour la détection de comestibilité d'un champignon. Alors, ici, c'est un premier notebook qui va nous servir pour afficher les données, c'est-à-dire un petit peu faire un résumé de ce qui est composé les données, et de ce que l'on va pouvoir retrouver quand on va faire notre analyse, notre apprentissage, etc. Donc, c'est du Python. J'utilise à chaque fois toujours la stack
qui est globalement toujours celle de la data science, c'est-à-dire Panda, NumPy, Scikit-learn, Seaborn, Matplotlib, il y en a plein d'autres. Globalement, j'utilise que ça. Et j'utilise un format de données qui s'appelle les data frames, qui est spécial à Panda, et qui nous permet de construire en fait un jeu de données sous forme de tableau, et où on va pouvoir aussi les manipuler, ces jeux de données-là, très facilement. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je fais, c'est que je récupère ce fichier en CSV. On pourrait le récupérer directement sur le site via un appel à l'API, mais étant donné que le jeu de données est très petit, je me suis dit que c'était pas la peine de s'embêter avec des appels API qui pourraient prendre du temps, alors qu'un fichier de données, c'est très facilement récupérable et à utiliser. Mais enfin bon, c'est possible. Donc là, voilà comment ça s'articule un petit peu les données. Nous, la classe la variable qu'on va vouloir prédire, elle s'appelle classe. Et donc, du coup, elle est soit animée d'une valeur P ou E. P pour poisonous et E pour editable, donc empoisonné ou mangeable. Et là, vous avez les différentes caractéristiques physiques d'un champignon avec les représentations de la première lettre. Alors, c'est pas important de les apprendre, hein. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup. Là, on peut voir la liste des différentes colonnes. Voilà. Déjà, la première chose que l'on peut regarder, et que quand j'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu pour le jeu de données, j'avais dit que ce qui était important, c'était aussi de voir s'il y avait des jeux de données où il y avait très peu de valeurs nulles ou blanches, en fait. Et là, on peut voir qu'il y en a 0. En fait, j'ai un peu triché. Kaggle, en fait, il propose souvent des jeux de données qui sont déjà un petit peu pré-traités par le site. Et donc, du coup, les jeux de données sont en général très propres ou très utilisables. Et donc là, effectivement, le jeu de données comporte aucun objet non nul. Les données sont assez bien réparties. Là, comme on peut voir, là, c'est la répartition des champignons mangeables et immangeables en fonction du jeu de données. Donc là, on est à 50% à peu près de chaque. Et donc voilà. Ici, donc du coup, c'est juste pour vous montrer les fonctions qu'on peut faire avec les data frames. Ici, c'est un résumé globalement. Donc sur les 8000 lignes, il va nous dire sur chaque colonne le nombre de valeurs uniques, la valeur la plus présente et sa fréquence. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a 23 colonnes, donc potentiellement 22 features et toujours une target, parce qu'on va deviner. Et donc là, c'est le tableau en entier. Après, ce qu'on peut faire avant de commencer à réfléchir à quel modèle et comment on va le travailler, on peut regarder aussi la matrice de corrélation. La matrice de corrélation, ça permet d'observer si deux variables entre elles sont corrélées, c'est-à-dire qu'elles s'influent l'une de l'autre. Nous, ce que l'on veut observer, du coup, c'est la variable classe. Qu'est-ce qui va influencer cette variable classe? Eh bien, il faut voir toutes les variables qui sont proches de 1 ou moins 1, parce que du coup, c'est en valeur non absolue. Et on peut voir que, par exemple, le grill spacing, ça fait partie des données, voilà, grill size. Bon, c'est pas très important, mais voilà, donc pour vos projets, ça peut être aussi intéressant de commencer par faire une matrice de corrélation, surtout que ça prend pas énormément de temps si on a des valeurs qui sont numériques. Donc du coup, maintenant, on est prêt, on a préparé nos données, on a décidé de choisir un modèle, enfin, j'ai décidé de choisir un modèle de régression linéaire, donc un réseau de neurones. Alors, c'est peut-être pas forcément le plus adapté, parce que l'on veut faire c'est un problème plutôt de clustering, mais c'est ici pour vous montrer pour faire une petite démo d'un réseau de neurones. Alors, je pourrais vous montrer après, avec un algorithme de clustering, ce que ça peut donner. Donc, du coup, on peut voir qu'il y a toujours les mêmes imports à peu près, sauf que là, on importe TensorFlow et Keras. Donc, toujours pareil, la première étape, on récupère les données. Et cette fois-ci, on va séparer les colonnes en la colonne de target, donc c'est la colonne qu'on veut prédire, et les colonnes features, c'est les colonnes que vont nous servir pour l'apprentissage. Donc là, on les prend toutes. Ensuite, on va préparer les données. TensorFlow et Keras, ils utilisent un type de données qui s'appelle les tenseurs. Et les tenseurs, ils utilisent beaucoup des valeurs numériques. Du coup, là, je transforme simplement mes données en valeurs numériques. Et pour cela, en fait, c'est très simple. À chaque valeur unique, il va affecter un chiffre. Et si c'est une nouvelle valeur unique, eh ben, il va affecter un chiffre à plus 1. Donc, s'il y a deux données, ça va faire 0, 1, voilà, etc. etc. Donc ça, il va le faire tout seul. Et ensuite, je vais même séparer mon jeu de données après en deux, avec un jeu d'entraînement et un jeu de test. Pour ça, j'utilise la librairie qui s'appelle Scikit-learn, qui va séparer le jeu de données avec 80% de données en entraînement et 20% pour le test. Après, bon là, c'est simplement que je vais split les données en
en données d'entraînement avec les features et la colonne target séparée, qui va être utile pour mon TensorFlow. Alors, maintenant, comment fonctionne un réseau de neurones? Moi, j'utilise du coup un réseau de neurones NN pour récurrent. Pour faire simple, il y a 3 types de couches. Il y a la couche d'entrée, donc c'est les ensembles de tous nos paramètres que l'on va donner en entrée à notre réseau de neurones, des couches cachées et une couche de sortie. Chaque neurone est relié par un lien qui est composé de poids dessus. Ces poids, c'est une valeur numérique pour faire simple. Chaque nœud est relié entre eux. Un réseau de neurones, il y a une fonction d'activation à l'intérieur, une fonction mathématique. Ici, je vais utiliser la fonction relue, mais je réexpliquerai tout à l'heure. Fonction mathématique. Donc, en entrée, on prend une valeur pour la relue, et si elle est positive, on la renvoie, sinon on renvoie 0. Et cette fonction mathématique sera présente dans les réseaux de neurones, dans les neurones, et pour toujours renvoyer une valeur en sortie. Donc voilà comment on construit notre modèle de réseau de neurones. Donc là, pour faire simple, il y a 2 couches, une couche de 64 neurones, une couche de 1 neurone, c'est la couche de sortie, avec une fonction d'activation qui est la relue pour chaque neurone à l'intérieur. Alors ce type de réseau, c'est le plus basique, le plus simple que l'on peut faire. Il est composé de la fonction d'activation relue, qui est l'une des plus utilisées pour faire des réseaux de neurones comme ça simples. Du coup, voilà, on ne va pas se casser la tête pour faire ça. Ensuite, apparaît un autre paramètre qui est l'optimiseur. L'optimiseur, pour faire simple, du coup, vous avez mis l'exemple de 2. D'ailleurs, un petit point là-dessus, tout mon code est présent sur le GitHub. Je pense qu'ils me donneront les liens, les copains. Pour faire simple, l'optimiseur, c'est ce qui va corriger l'algorithme au fur et à mesure des passages, des allers-retours, pour que le résultat soit toujours meilleur à la sortie. Voilà. Ensuite, on va du coup construire le modèle, lui donner les valeurs du coup d'entraînement, la valeur de test. Donc là, on est bien sur les valeurs d'entraînement et de test, c'est-à-dire les 80% de toutes nos valeurs. Hein. On ne prend pas que les 20%. Du coup, il y a l'entraînement. Alors là, je ne fais pas l'exécution parce que ça pourrait prendre un peu de temps, mais en gros, chaque étoile, ça représente une exécution. Et voilà ce qui nous a construit, TensorFlow et Keras surtout. Il nous a construit un réseau. Donc du coup, il a créé lui-même d'autres paramètres. Donc là, on peut voir que là, qu'il a créé à peu près 1500 paramètres, soit à partir des 23 qu'il a pris. C'est à peu près, ça, c'est les liens en fait qui représentent. Mais on peut voir que si on avait plusieurs couches avec beaucoup plus de neurones par couche du coup beaucoup plus de couches, on aurait eu beaucoup plus de paramètres et on serait peut-être plus précis, voire peut-être on aurait eu à accuser un effet de surapprentissage ou de sous-apprentissage. Après, bon, ça, je vous expliquerai un petit peu comment on pourrait le voir. Du coup, après, une fois qu'on a choisi notre modèle, qu'on l'a entraîné, voilà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le passer à l'étape de test, c'est-à-dire l'étape d'évaluation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ici, je vous ai présenté qu'est-ce qui se sont donnés, à quoi ressemblent les données qui sont envoyées pour les tests. Donc là, c'est deux champignons avec leurs caractéristiques physiques, sans bien sûr leur classe. Donc ça, c'est la valeur à deviner. Donc c'est les valeurs à deviner. Donc le premier est empoisonné, le deuxième non. Et ça, c'est le retour que nous fait notre modèle. Donc on peut voir que ce n'est pas des valeurs fixes. En fait, tout simplement parce qu'on est en régression. Et en régression, on donne une valeur, c'est-à-dire qu'on ne prédit pas une classe, on prédit une valeur. Mais après, avec simplement en arrondissant, on peut trouver les valeurs qu'il a essayé de nous faire deviner. Parce qu'on ne tombera jamais sur 0 et sur 1 précisément. Ici, donc du coup, c'est pour voir un petit peu le compteur des réussites grâce à ça. Donc il arrive à peu près à 99%. Alors c'est pas tout à fait... ça serait bien qu'il faudrait vérifier correctement en fonction des données. Comme là, j'arrondis pour l'exemple, pour la démo, on peut ne pas être tout à fait à 99%. Ce qui aurait été bien aussi de faire, ce serait de montrer la courbe, l'évolution de l'apprentissage et de la fonction de perte, pour voir si on n'est pas sur le phénomène, du coup, comme je disais, d'apprentissage ou de sous-apprentissage. Et enfin, on fait souvent une matrice de confusion. Alors une matrice de confusion, qu'est-ce que c'est ? Une matrice de confusion, ça va mettre en concurrence les variables, les prédictions qu'on a fait et
et ce qui s'est passé dans la réalité. Donc là, par exemple, si on doit prendre ce tableau-là, donc qui est relatif à notre jeu de données, il y a 850 prédictions, enfin données tests, qui ont été prédits en mangeables, alors qu'en réalité, elles étaient en mangeables. Donc là, on est bon. Par contre, il a prédit deux variables mangeables alors qu'elles étaient empoisonnées. Donc ça, c'est un peu moins bon. Globalement, si on veut voir les réussites qu'on a eues, nous, c'est dans la diagonale haut gauche, bas droite, et dans la bas gauche, haut droite, c'est ce que l'on a mal prédit. Alors pour l'étape de déploiement, moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas forcément le temps et que j'étais pas forcément sûr que ça allait marcher. Du coup, il y a TensorFlow propose deux méthodes, voire plus. Hein. Il y a la méthode où on va créer nous-mêmes notre API. Donc là, il y a un tuto qui est assez facile à faire, mais voilà, c'est un peu long. Il faut créer nous-mêmes l'API, il faut qu'on sauvegarde aussi l'apprentissage, le réseau, et après on peut lui-même le contacter, lui demander des prédictions, et lui va nous renvoyer uniquement la prédiction en fonction des données qu'on lui a envoyées. Et il y a une autre méthodologie qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus rapide à faire. Bon, après, il faut avoir Docker. C'est grâce à Docker, avec une image Docker de TensorFlow Serving qui est proposée. Donc du coup, en ces simples 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de code bash, on peut déjà avoir une API de prête avec notre modèle enregistré et de lui permettre de le contacter pour faire des prédictions. Alors je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, les amis, mais moi ce que je propose, c'est que je vous montre aussi un algorithme de clustering. Donc lui est beaucoup plus orienté machine learning. Donc là, c'est sur la même étape de séparation des données en jeu de test et en jeu de données et de transformation des données. C'est exactement la même méthode, sauf que là, cette fois-ci, on va utiliser un algorithme de clustering qui s'appelle le KNN. Le KNN c'est pour le neighbor classifier, enfin le nearest neighbor classifier, donc les cas plus proches voisins. Pour faire simple, si on doit prendre un graphique et qu'on doit placer des points, si on a un point à prédire, on va regarder nos cas plus proches voisins. Donc là, j'ai pris par exemple k égale 5. Et je vais appartenir, si je dois te la donner à prédire, je vais appartenir à l'ensemble majoritaire autour de moi, des 5 plus proches voisins. Donc si par exemple, on doit deviner des couleurs, s'il y a 2 bleus et 3 rouges autour de moi, j'appartiendrai au rouge. Voilà. Donc c'est une méthodologie de clustering qui est beaucoup utilisée et qui est assez fiable pour certains types de données. Là, on verra ça comment. Donc du coup, pareil. Donc là, cette fois-ci, j'utilise la bibliothèque scikit-learn, pas TensorFlow. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui donne simplement le nombre de cas que je veux. Voilà. Et après, je lui dis simplement, avec le jeu de données test, tu me donnes le jeu d'entraînement. On le nourrit de ce jeu d'entraînement pour que lui-même construise son modèle. Et après, on lui demande de prédire sur les jeux de données test. Donc ici, en bas, j'ai mis juste les prédictions en concurrence avec ce qui était la réalité. Donc voilà. Et là, on peut voir un résultat qui est aussi pas mal, de 99%. Je crois qu'il s'est trompé pour une valeur. Voilà, donc il s'est trompé. Donc pareil, la matrice de confusion. Donc on peut voir que les méthodes d'évaluation sont quasiment les mêmes pour les différents modèles, mais c'est vraiment chaque partie est peut-être indépendantisée, je dirais même. Malgré qu'il y a un petit peu d'adaptation à faire, mais sinon globalement c'est un peu la même méthode surtout pour la partie évaluation. Donc là, si on devait choisir, bon, forcément c'est un jeu de données qui se prêtait bien au clustering, donc c'est pour ça qu'on a des bons résultats. Et sinon, voilà, donc c'était la petite démonstration autour des champignons. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette présentation vous a plu, et je vous redonne la main, Virgile ou Pierre. Ouais, tu vas rester dans le coin de toute façon parce qu'on a quelques questions. On a Oui, un peu de temps. pas de souci, oui. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Donc, point d'interrogation suivi de votre question. Et après, Barnabot se charge du reste. Notre cher Barnabot. Et du coup, on va pouvoir commencer avec une première question. On va commencer par celle-ci. Tiens,
Donc normalement, elle devrait s'afficher. Quel risque de surapprentissage, d'un surapprentissage? C'est simple. Prenons l'exemple d'un enfant. Si je lui fais lire que certains mots, voilà, je lui fais lire que 6 mots tout le temps, je lui fais lire que 6 mots toute sa vie, et ben si jamais le jour où je voudrais apprendre un autre mot à mon fils, il ne saura pas le faire tout seul. Il va lire il va croire qu'il va lire un des 6 mots que je lui ai appris. En fait, c'est tout simplement si on est dans le surapprentissage, quand on va sortir du contexte de nos données, donc pour faire des prédictions après ailleurs que dans notre jeu de données test et d'apprentissage, on risque de s'affronter à une erreur, en fait. Ok. En fait, sur le papier, on va avoir un résultat qui sera proche de 100%, voire 100%, mais si on le met dans la réalité, dans le contexte de la réalité, on sera bien loin de ce résultat-là. Ok, donc le but c'est de pas le biaiser quand il sera dans un Exactement, contexte ouais. différent. Ok. Merci. Du coup, une autre question, peut-être un peu moins technique et un peu plus philosophique. Vas-y. Est-ce que tu préfères faire confiance à l'IA ou à un professionnel qui s'y connaît? Pour faire simple, l'IA, ça n'a jamais été un outil de prise de décision, enfin de mon point de vue. Ça a toujours été un outil d'optimisation. C'est-à-dire qu'on va, on peut pas on peut pas dire que l'IA va prendre des décisions pour notre place, mais par contre, ça va être un outil pour nous aider à prendre des décisions. Là, par exemple, si aujourd'hui je devais, voilà, par exemple, mon exemple de champignon, si aujourd'hui je devais chercher quel champignon est une caractéristique physique de mon champignon qui le fait qu'il est mangeable ou pas, soit je mets de l'IA et après les 10 ou 15 champignons où j'ai un doute, je les montre à mon pharmacien, ou soit du coup je les fais à la main et ça va prendre beaucoup plus de temps. En fait, c'est vraiment un outil d'optimisation et non de prise de décision. Donc bien sûr, on fera confiance à un humain, mais on peut s'aider pour la prise de décision par une IA. Ok. On peut se laisser encore quelques questions. Une autre, c'est quoi la différence du coup entre un algo et l'IA? Parce on a vu qu'il y avait une grosse place de l'algorithmique du coup. Oui. Et est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Ouais, en fait, c'est vrai que je parle beaucoup même moi, je fais un petit peu l'erreur syntaxique. Comme je l'ai dit, en fait, l'IA, faut plus voir ça comme un domaine de l'informatique pur et dur. Donc voilà. Et l'algorithme, ça va être un outil qui nous permet qui va rentrer dans ce domaine de l'IA, et qui va nous permettre de prédire quelque chose. Donc en fait, je dirais même que c'est deux choses différentes un peu. Ouais, l'IA, c'est un domaine de l'informatique et l'algorithme, c'est l'outil qui nous permet de rentrer dans ce domaine. Enfin, je sais pas trop si c'est clair. Mais... Je laisse la personne qui a posé la question répondre. Chucho 94, c'est bon, très bien. Ok, une question plus d'un point de vue économique. Quel est le secteur de la société où l'IA va avoir le plus d'impact, selon toi? Pour moi, il y a beaucoup de secteurs. Moi, je pense que dans l'énergie, et pourquoi pas la santé, parce que du coup, comme j'ai dit, l'IA, ça permet de répondre à des problèmes d'optimisation. Donc, du coup, on pourrait être face à des problèmes d'optimisation énergétique. Alors, le problème, c'est que c'est un peu un petit peu anti-sens parce que l'IA, ça consomme énormément d'énergie électrique pour faire tourner les serveurs et les ordinateurs derrière. Parce que là, bon, mon modèle est tout petit, mais vous doutez bien que les modèles qui ont été là pour entraîner les voitures ou conduire tout seul ou quoi doivent être sur des serveurs qui consomment énormément. Donc moi je dirais tous les domaines, ouais, l'énergie, voire même la bourse, si on peut créer une intelligence artificielle là-dedans pour se faire de l'argent. Je sais pas après si c'était très éthique, mais voilà. Moi je pense que c'est l'énergie. Au niveau de la bourse, je crois qu'ils ont des IA, mais elles ne peuvent prendre aucune décision, donc elles doivent juste proposer des choix et ça reste aux traders de les valider. Il me semble avoir lu ça. Très bien, et on va prendre une dernière question du coup. Est-ce qu'il faut avoir un gros niveau en maths pour faire de l'IA? Bah justement, alors dans l'IA, il y a un peu dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a un peu deux métiers, je dirais pas deux métiers, mais il y a un petit peu deux types de personnes qui travaillent dessus.
il y a ce qu'on appelle les data ingénieurs et les data scientists. Les data scientists qui ont un peu plus la casquette mathématique, qui vont eux travailler plus sur les algos, du coup, les modèles prédictifs. Et il y a ceux qui vont un petit peu être sur la partie implémentation et la partie informatique du projet, et qui sont les data ingénieurs, et qui, eux, du coup, il y en a un peu pour tout le monde, je dirais, un petit peu pour... Ok. mais bon, c'est sûr qu'il y a une partie mathématique et statistique qui est très importante là-dedans. Ouais, bah, toute la notion d'algo, de toute façon, en général, Oui. c'est quand même, on est quand même vachement proche des maths. Ok. Eh bien, merci du coup, on va s'arrêter là pour les questions. Si jamais vous avez d'autres questions, ou vous voulez reparler un peu du sujet après, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et puis Thomas sera là pour répondre aux questions, aux autres questions juste après. Du coup, maintenant, on va parler un peu de dernière news. Il y a Sylvain qui nous a concocté une petite chronique. Du coup, bah, Sylvain, je te laisse directement la main. Alors là, non, on t'entend pas. Ok, donc on va refaire le lancement parce qu'effectivement j'avais mon micro qui était coupé. Ouais, je savais pas si c'était de mon côté ou. Non, c'était moi, je vais Allez, appuyer sur le on bouton. y retourne. Ok, On y retourne. Vas-y, Sylvain, du coup, je te, je te laisse la main. ok, merci. Bon allez, je lance le générique. C'était ça que je voulais faire au début. Ok, donc on va commencer par un package qui a été déposé sur NPM. Donc c'est le package qui s'appelait Twidio NPM, qui permettait d'utiliser les API de Twidio et qui a été mis en ligne sur NPM du coup vendredi dernier, avant d'être retiré en urgence le lundi suivant. La cause, ce package contenait du code malveillant mettant en place une backdoor sur les PC des développeurs. 370 téléchargements plus tard, l'équipe Sonatype, en charge de la sécurité sur NPM, a détecté l'entourloupe en une journée seulement. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et c'est là l'une des failles de Node.js, décriée par son propre créateur et qui devrait être résolue avec son nouveau projet, Dino. On aura l'occasion de reparler de Dino, je pense, dans les prochains talks. Deuxième sujet, après avoir fait des ravages outre-Atlantique, le ransomware Ryuk a frappé en cette fin du mois d'octobre Sopra Steria. Selon l'ANSSI, l'entreprise a réussi à endiguer la propagation du malware. Seules quelques dizaines de machines ont été infectées. La stratégie adoptée pour limiter la propagation a été de déconnecter de nombreux serveurs, une sorte de confinement numérique. Le retour à la normale pour l'entreprise et pour ses clients devrait se faire d'ici quelques semaines. Plus de peur que de mal donc grâce à une bonne gestion de crise. À ce titre, l'ANSSI vient de publier un guide d'une centaine de pages pour aider les entreprises à se préparer à ce genre d'attaque, notamment avec la mise en place d'exercices. Allez, on va partir sur un ton un peu plus léger maintenant, avec une rubrique insolite. Une intelligence artificielle a été entraînée afin de piloter les caméras pour filmer un match de foot en ciblant le ballon de manière automatique. Après plusieurs semaines de tests, le système a été mis en prod et permet, contre à peu près 10 livres, de suivre les matchs en ligne. Problème, les caméras sont restées fixées sur le crâne chauve d'un juge de touche pris pour le ballon durant une bonne partie du match, loupant ainsi la plupart des actions. Les supporters proposent donc que les arbitres chauves portent une casquette pour éviter que ça se reproduise. Voilà, les utilisateurs quoi. Plus sérieusement, Atlassian, l'éditeur de nombreux logiciels tels que Jira, Confluence, Bitbucket ou encore Trello, décide de passer dans une stratégie cloud only. Et ce, dès le 2 février 2021. Fini donc les licences serveurs. Cependant, la maintenance sera encore assurée par Atlassian jusqu'en février 2024. Reste à voir maintenant comment les DSI et les différentes entreprises vont gérer cette bascule. 10 milliards d'euros sur 7 ans. C'est le budget que comptent mettre sur la table les États de l'Union européenne et des industriels pour développer un cloud industriel européen. Ce cloud, plus local que ceux proposés par Google, Amazon ou encore Alibaba, devrait permettre aux entreprises européennes de stocker leurs données conformément aux règles et normes européennes. Affaire à suivre. Sans transition, parce qu'il faut quand même en faire un petit peu de temps à autre. La RIAA, donc c'est une sorte d'Adopi mixée à la SACEM mais du côté américain, a demandé à GitHub de retirer les sources de l'outil YouTube DL. Ce dernier permettait de télécharger les vidéos présentes sur la célèbre plateforme vidéo, cassant les DRM au passage. Les 72 000 étoiles du projet n'y ont rien fait, GitHub a bloqué l'accès des dépôts concernés au nom du DMCA, bon, ça c'est le copyright américain.
Réaction du monde de l'open source, plusieurs centaines de forks sont apparus en seulement quelques jours. GitHub n'a pas manqué de réagir en menaçant de suspendre l'accès aux comptes ayant republié le code source. Cette affaire pose un sérieux problème en créant un dangereux précédent. L'application a été bannie au nom du copyright, alors qu'en soi, elle n'a enfreint aucun copyright. Son utilisation, par contre, c'est une autre histoire. Une chose est certaine, c'est qu'on va encore entendre parler pour pas mal de temps, je pense. Rachik Zaïd, informaticien, est en colère, et il tient à le faire savoir. La machine à Sunday du McDo était encore en panne. Rachik a donc entrepris, à base de reverse engineering, de créer une API pour savoir où sont situées les machines à crème glacée qui sont hors service. Et ce, en simulant des commandes toutes les minutes sur tous les McDo américains. Et ça donne une belle carte et une belle API. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur macbroken.com. Voilà, c'est fini pour les brèves. C'était bref, mais c'était le but. Et on va pouvoir enchaîner maintenant sur un deuxième talk avec Alexandre. Alors Alexandre, comment ça va? Ça va, ça va. Je suis prêt à vous parler d'un peu de C++ et de Python. Ouh, on va parler de choses sérieuses là. Ok, alors du coup, si tu peux te présenter rapidement, quel est ton métier, depuis combien de temps tu le fais, etc. etc. Du coup, je suis développeur depuis 15 ans maintenant, bon, ça commence à compter. Et là, je travaille actuellement dans le domaine un peu maritime, donc pour faire des logiciels de traitement de données de navires océanographiques. Et voilà, donc je suis intéressé un peu par tout ce qu'il y a d'assez bas niveau, donc C++ et les langages et aussi le traitement de données. Hein, donc le talk qu'on a eu avant sur l'IA qui rejoint aussi un peu le traitement de données m'intéressait beaucoup. Voilà. Ok. Eh bien écoute, si tu es prêt, je te propose de te laisser l'antenne et puis Voilà. bonne présentation. Merci. Hop, sans transition aussi, hein, je vais vous parler un peu de... alors, hop, je repasse sans... Voilà. Donc, je vais vous parler de C++ et de Python et de comment on peut intégrer un langage dans d'extension dans une application. Donc, comment on en est arrivé là déjà? Parce que bon, on se dit C++, donc c'est un langage compliqué. Python, c'est un langage un peu plus simple. Mais comment on arrive pourquoi on voudrait mixer les deux? Alors déjà un petit peu de contexte. Donc, comme je l'ai dit en me présentant, le but c'était de créer une application pour traiter et visualiser les données de capteurs océanographiques. Et donc, pour ce faire, on a deux types, un peu d'utilisateurs. Donc, on a des utilisateurs que j'appelle un peu opérationnels, qui se trouvent à bord de navires océanographiques et qui traitent et visualisent les données. Alors, pas forcément en temps réel, mais à la fin de chaque journée, ils récupèrent les données de capteurs et ils vont faire des traitements derrière. Et donc, ils ont besoin de pouvoir visualiser les données, appliquer des algorithmes sur ces données pour les lisser, pour supprimer des trous qu'il y aurait eu parce que le capteur n'a pas marché, etc. Donc, ils ont besoin vraiment d'algorithmes de traitement de données, mais ils en sont utilisateurs. Et à côté de ça, donc en dehors des navires océanographiques, on a des utilisateurs un peu plus experts qui, eux, sont plus d'un côté mathématique et scientifique et qui vont concevoir un peu ces algorithmes de traitement de données et qui ont jusqu'à maintenant utilisé plutôt des outils comme MATLAB pour faire ces algorithmes et pour pouvoir faire ces traitements et qui ne sont pas forcément des développeurs ou au sens où moi je suis développeur, c'est-à-dire que c'est plus des gens qui vont vraiment faire de l'algorithmique et peu de conception. Donc du coup, ce qu'on essaye, ce qu'on va essayer de faire, c'est dans une application de regrouper un peu ces deux besoins. Et donc pour faire ça, on va prendre un côté C++, donc c'est ce qu'on va voir juste après pour la partie développement, et un côté Python pour la partie algorithmique. Alors,
Pourquoi cette solution? Donc déjà, il faut regarder un peu quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des deux langages, donc C++ et Python. Alors, on va commencer un peu par C++. Donc, quels sont les avantages de C++? Alors, c'est un langage donc, qui est très performant, hein, c'est très proche du matériel, donc c'est vraiment... on peut faire des optimisations, on peut faire des optimisations au niveau de la mémoire, au niveau du CPU. C'est vraiment un des langages où on peut chercher vraiment de la performance. Ensuite, ça permet aussi un accès au bas niveau, donc notamment si on a besoin d'accéder au système de fichiers de bas niveau, on peut. Si on a besoin d'accéder même à des données de capteurs, parce que peut-être qu'on pourrait envisager du temps réel, on peut, etc. Et ça permet aussi de faire des IHM qui sont un peu plus natives, donc des IHM de type Windows normal ou Qt, donc c'est un peu ce que j'ai utilisé dans l'application dont je vais parler. Par contre, un inconvénient de C++, c'est que c'est quand même un langage qui est relativement complexe, de par le fait qu'il est déjà assez ancien, mais aussi donc, de par le fait qu'il est bas niveau. Donc, on se retrouve avec des concepts de pointeurs, la gestion de la mémoire, et il n'y a pas de garbage collector, donc il faut y penser, même si les versions récentes de C++ permettent de simplifier un peu ça. Donc il faut vraiment avoir un peu une conscience de tout ce qui existe au niveau du matériel presque ou du système. C'est un langage qui est assez verbeux aussi, hein. Ça ressemble à Java, mais par rapport à un langage comme Python, il faut des fois pas mal d'instructions pour arriver à faire quelque chose. Et donc on peut dire que dans pas mal de cas, c'est un langage qui est peu productif, ou en tout cas moins productif qu'un langage tel que Python, par exemple, ou d'autres langages, je pense notamment à PHP, ou même Java, qui lui a le garbage collector. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients de C++. À côté de ça, on a Python. Lui, Python, c'est un langage qui est facile à apprendre et facile à utiliser, qui possède de nombreuses fonctionnalités avancées, hein. Il y a beaucoup de librairies en Python, que ce soit NumPy, qui permettent de faire des algorithmes très avancés. On l'a vu avec la présentation de Thomas, il y a aussi des algorithmes... des librairies pour faire des algorithmes d'IA, etc., etc. Donc c'est très utilisé pour tout ce qui est sciences et mathématiques, parce que c'est facile à appréhender. Par contre, inconvénient, c'est que c'est relativement lent. C'est un langage interprété, donc il y a un surcoût qui est lié à l'interpréteur. C'est aussi un langage qui peut être gourmand en mémoire, notamment les structures de données sont forcément moins optimisées qu'un langage comme C++ qui va toucher directement au bas niveau. Et l'IHM en Python se fait souvent par des lignes intermédiaires, je pense par exemple à PyQt, qui en fait finit par rebondir sur la librairie C++ Qt. Donc du coup, quand on met un peu ces deux langages en parallèle, on se rend compte que les avantages de l'un contrebalancent les inconvénients de l'autre. Donc ça devient intéressant de les faire cohabiter. Et donc l'idée, c'est d'avoir un moteur en C++ qui va nous permettre de faire donc l'interface utilisateur, d'avoir un modèle de données optimisé avec une gestion de la mémoire assez poussée, et permettre aussi le traitement rapide de gros volumes de données, parce qu'on parle aussi parfois de fichiers qui peuvent être entre 100 et 500 mégas, donc qui ont besoin d'un traitement rapide. Et à côté de ça, on va avoir des modules en Python qui vont nous permettre de faire le traitement, et donc qui vont décrire un peu les algorithmes de traitement, et qui permettent une programmation plus accessible et productive, donc pour les utilisateurs un peu experts dont j'ai parlé au slide précédent. Alors, comment maintenant se fait l'intégration entre C++ et Python? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce slide.
D'abord, la première façon et la plus, j'allais dire, directe de le faire, c'est de créer un module d'extension Python en C++. Alors, habituellement, quand on crée un programme Python, on crée un fichier .py et ça devient un module. Donc je pense que tous ceux qui ont fait du Python ont créé des modules Python, puisque c'est comme ça que ça travaille. Mais il faut savoir qu'il est aussi possible de créer des modules donc, en C++ qui sont vus par l'interpréteur Python un peu comme des modules Python aussi. C'est-à-dire que ça offre une interface qui peut être appelée par du Python. Ça, c'est la première façon de faire, c'est-à-dire qu'en fait, on crée un module appelable par Python, mais qui en fait est écrit en C++. Donc voilà. Ensuite, il y a une deuxième façon de faire, c'est d'appeler directement du Python depuis une application C++. Donc l'application C++ devient quelque part un interpréteur Python et peut appeler le Python. Et au final, en fait, ce qui se produit, c'est que là, dans le cas qui nous intéresse, j'utilise une combinaison des deux, c'est-à-dire que à la fois l'application va appeler l'interpréteur Python, mais en plus, elle va fournir à Python un module qui va pouvoir être utilisé dans le code Python. Donc, on va un peu détailler ces deux parties-là. Alors, d'abord, on va parler un peu de l'interpréteur Python et de comment on peut appeler cet interpréteur depuis une application C++. Alors, qu'est-ce que c'est l'interpréteur Python, déjà, pour revenir un peu aux bases? C'est ce qui exécute les fichiers Python, en fait. Donc, comment ça se passe? C'est qu'en fait, on a le fichier Python, et en fait, l'interpréteur va analyser le code qui est dans le fichier Python pour le représenter sous forme d'arbre. Alors, et c'est ce que vous voyez là. Donc, en fait, si on a une instruction, en fait, elle va être représentée sous forme d'un arbre. Chaque en fait, mot-clé, par exemple, va devenir un nœud. Et ensuite, avec les variables qui vont devenir des nœuds, et ça va en fait créer un espèce d'arbre, un peu comme pour ceux qui font du web, le DOM, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une représentation arborescente en mémoire du programme. Et en fait, cet arbre-là va pouvoir être accessible depuis le C++. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est que en fait, on a un arbre ici qui va servir à l'exécution du programme lui-même, mais qui est aussi manipulable donc, par le C++. Et donc, les fonctions qui sont définies dans le fichier, toutes les fonctions, toutes les classes, toutes les variables qui sont dans le fichier vont pouvoir être accessibles depuis le C++. Donc, comment ça se passe concrètement? Comment est-ce qu'on peut lancer Python depuis le C++? Alors, il faut savoir que tout simplement, en fait, l'interpréteur Python, c'est un exécutable, hein, vous connaissez tous python.exe, mais en fait, cet exécutable, il appelle une librairie qui est utilisable depuis n'importe quel programme C++. Donc, en Windows, c'est une DLL, en Linux, c'est un .so. Là, j'ai mis DLL parce que je l'ai principalement utilisé en Windows, mais voilà. Et il faut savoir qu'il existe une distribution qui s'appelle Embeddable Python, qui fournit tout ce qu'il y a besoin pour l'intégration dans une application. Donc là, il y aura des liens qui vous seront donnés donc par les tenanciers du compteur du dev pour aller télécharger ça. La distribution, donc, elle fournit également toute la bibliothèque standard Python, donc tout ce qui est gestion des tableaux, gestion des tuples, les threads, etc. Donc tout ça, c'est accessible dans la distribution Embeddable Python. Et donc, comment on fait? Et une fois qu'on récupère cette distribution-là, il suffit donc d'ajouter la DLL Python en dépendance d'un projet C++. Alors, je vous montre par exemple en Qt comment ça se fait. Il faut, dans le fichier .pro, donc pour ceux qui font du Qt, il faut rajouter juste une ligne pour dire qu'on utilise la librairie, la DLL Python 3. Alors là, j'ai mis 3.8, maintenant on est à 3.9, je crois. Hein, mais voilà, donc, et ensuite, le chemin des includes qui vont contenir les définitions des fonctions qui permettront de manipuler l'interpréteur. Alors, comment ça se passe une fois qu'on a fait ça? Donc, on peut lancer Python depuis le C++. Alors là,
Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, admettons, on crée un fichier monmodule.py avec une fonction à l'intérieur. Bon, ma fonction, je n'ai pas été très original là-dessus, avec une doc et voilà, on fait afficher le comptoir du dev. À côté de ça, on va créer un fichier C++ qui va appeler Python pour lancer cette fonction. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le main? Alors, on initialise l'interpréteur, donc on appelle la fonction pyinitialize. Et ensuite, à partir de là, on va importer le module, donc monmodule.py. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, donc l'interpréteur Python, pardon, c'est dur à dire, va charger le module, donc sous forme d'un objet qu'on va pouvoir manipuler depuis le C++. Donc c'est cet objet pmodule. Ensuite, à partir de cet objet pmodule, donc qui est chargé, comme je vous disais, c'est un arbre, on peut aller récupérer ma fonction qui se trouve dedans. Donc on utilise alors PObject getAddString. Donc je ne vous fais pas tous les détails de l'API Python, mais ça permet de récupérer un attribut dans le module. Et donc une fonction est un peu vue comme un attribut, donc on peut récupérer la fonction. On l'appelle donc pfunc. Donc vous voyez, c'est la fonction ici, ça correspond exactement à ça. Et à partir du moment où on a cette fonction, on peut l'exécuter. Donc si la fonction est définie, on vérifie qu'elle est exécutable avec cet appel ici, et on peut l'appeler. Et ensuite, on termine l'interpréteur. Et donc si on exécute ça, on se retrouve avec comptoir du dev qui est affiché. Donc là, on a appelé le Python depuis un programme C++. Alors ensuite, appeler, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? Donc là, on va utiliser, en fait, et c'est là que vient toute la puissance de cette utilisation de Python à l'intérieur de C++, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'introspection pour avoir des informations sur le programme Python. Et en fait, ça permet de récupérer les informations sur une fonction ou même une classe, une variable Python dans le C++. Et on manipule la fonction comme un objet alors C++, parce que l'API est en fait en C, mais on la manipule depuis le C++. Et donc, par exemple, l'exemple que vous avez là, Sequence, on va essayer de récupérer la documentation de la fonction. Donc, comme on a vu au slide d'avant, je lui ai mis une petite documentation Python. Donc, comment ça se présente? C'est que, en fait, là, vous voyez donc les commentaires que vous avez là qui sont en gras. Ce seraient les commandes Python qu'on utiliserait pour faire l'introspection. Et en dessous, vous avez l'équivalent en C++ de ces commandes-là. Donc là, par exemple, on veut faire import inspect. Donc, on charge le module inspect et ensuite, on l'importe. Ensuite, on récupère un objet fonction qui est inspect.getDoc, donc la fonction pour récupérer une documentation. Donc, vous voyez, c'est comme le getAddString de tout à l'heure. Et à partir de là, on récupère la fonction qui s'appelle ma fonction. On la met donc dans une variable qui s'appelle doc. Donc, vous voyez ici, c'est le PObject doc qu'on retrouve ici. Et si on l'a récupéré, ensuite on peut aller, on fait des conversions de chaîne, je vous passe les détails pour le récupérer en UTF-8, et on fait des conversions de chaîne, et au final on finit par récupérer un char étoile, donc une chaîne, qui contient la documentation de la fonction. Donc, à partir de ça, pourquoi ça devient intéressant? C'est que grâce à cette introspection, on peut, par exemple, générer automatiquement une UI à partir d'une définition de fonction. Là, je vous montrerai une démo tout à la fin, c'est assez intéressant à avoir. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je fais une définition de fonction ici. Et à partir de ça, j'obtiens cette interface-là dans l'application qui me donne les paramètres. Donc là, j'ai juste défini les paramètres et automatiquement, à partir de ces informations-là, j'ai créé des champs de saisie et même derrière des sortes de combos pour filtrer, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant là-dessus pour pouvoir... quelqu'un qui ne sait pas forcément faire une UI peut en créer une très rapidement.
Alors, juste un petit mot, quand même, donc on parle d'introspection, de ça, sur comment ça va s'architecturer au niveau de l'application. Et en fait, pour moi, il est important, même si on fait de l'introspection, de cacher tous ces mécanismes d'introspection au reste de l'application C++, pour la bonne raison que peut-être qu'on pourrait vouloir passer par un autre langage. Alors en ce moment, par exemple, on parle beaucoup de Julia comme langage scientifique, donc ça pourrait être envisageable d'intégrer un autre langage. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en utilisant l'introspection, moi je recommande de convertir les informations sur les fonctions et les traitements dans une structure interne, et c'est cette structure interne qui est utilisée par l'application. Ça permet donc d'avoir une certaine indépendance par rapport au sous-langage. Donc, petit point d'étape. Maintenant, on sait comment lire un script Python et l'exécuter depuis le C++. On sait comment accéder à la structure du Python en mémoire et aussi éventuellement générer une UI à partir de cette structure. Mais maintenant, on n'a pas vu l'autre aspect de cette intégration, c'est comment Python peut accéder au code C++ qui a été écrit. Et donc, comment est-ce qu'on expose les données C++ au Python? Eh bien, en fait, on va créer un module d'extension Python en C++. Alors, comment ça se passe? Là, en fait, on va créer un module qui s'appelle spam, et dedans, il y aura une fonction qui s'appelle system, donc qui appelle une fonction système à l'intérieur du système. Donc, ça peut être dir ou cd suivant le système qu'on utilise. Donc, qu'est-ce qu'un module d'extension? Ça permet d'exposer du code C++ à Python, donc, comme je l'ai expliqué. Ça peut être également utilisé pour lier Python à une librairie C++ externe. Par exemple, c'est utilisé par NumPy pour certains calculs bas niveau, où on va chercher de la performance. Dans un module en C++ accessible à Python, on peut définir des classes, des fonctions, des variables. Ça permet de créer presque un framework en C++ qui est utilisable par Python. Voilà, donc comment ça se présente? Alors, premièrement, on va créer la fonction. Donc, comme j'ai dit, ce qu'on veut, c'est créer une fonction pour appeler une commande système. Donc, cette fonction, on va l'appeler spam system, donc ça c'est son nom. Alors, elle a un certain nombre de paramètres particuliers. Donc, elle prend un paramètre self. Alors ça, c'est si c'était une méthode de classe, ça représente le this en Python. Bon, ça, ce ne sera pas utilisé, puisque là, on va faire juste une fonction. Et derrière, ça prend des arguments. Donc là, c'est un tuple Python qui contient les arguments de la commande. Donc, comment ça se passe? Là, on initialise quelques variables, donc la commande, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Python, donc le tuple qu'on nous a passé en paramètre, on lui demande de parser ce tuple et on dit, oui, on veut une commande. Alors, S, ça veut dire que c'est un string, donc on veut on veut un paramètre de type chaîne. Et ce paramètre est rempli dans commande. Et à partir de ça, une fois qu'on a récupéré donc le premier paramètre, on appelle cette commande en appelant système, donc ça c'est une fonction système qui est à côté, et on renvoie la valeur de retour. Donc on convertit par contre dans un objet Python pour que Python puisse l'utiliser. Une fois qu'on a créé cette fonction, donc là la fonction elle existe dans le système, donc il n'y a pas de c'est juste une fonction C++ qui n'est pas appelée nulle part. Donc il faut faire tout un tas de déclarations, donc j'allais dire c'est un peu de la tuyauterie pour prévenir Python que cette fonction existe. Donc la première chose qu'on fait, c'est de la mettre dans une liste de méthodes qui vont être données à un module. Donc c'est juste une structure, un tableau de structure qui contient la définition de la fonction. Donc on l'appelle système. On sait qu'on appelle spam system. Après il y a des arguments, donc il y a la documentation et un truc pour dire que la fonction prend des arguments. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, on va créer le module Python qui va contenir donc, cette liste de fonctions. Il pourrait y en avoir plusieurs. Donc, là, c'est une structure qu'on appelle spam module ici, on définit un module qui s'appelle spam, nom du module. Alors ça, on lui a pas mis de documentation, voilà.
Et derrière, on lui passe donc le tableau de méthodes qu'on a défini juste avant pour dire ce sont les méthodes de ce module-là. Après, on crée une autre fonction d'initialisation du module où là, on appelle Python pour lui dire vas-y, crée ce module. Donc, Python va automatiquement récupérer les informations pour définir ce module. Et ensuite, on ajoute en fait donc dans le main, on ajoute ce module avec la fonction d'initialisation dans la liste des modules connus par Python et on appelle l'initialiseur, tout simplement. Donc à partir du moment où on fait ça, en fait, ça va remonter un peu toute la liste. Donc ça va appeler cette fonction au moment de l'initialisation qui va créer spam module en utilisant ça, qui va regarder les méthodes qu'on a définies juste avant. Et donc rendre accessible notre module via Python. Et donc en fait, quand on l'exécute, on se retrouve ici avec on peut importer ce module spam et appeler spam.system, donc de dire, et ça exécute la fonction, donc comme vous le voyez ici. Donc voilà, alors je vais vous montrer quand même, je vais vous faire une petite démonstration des possibilités de ce que ça peut donner. Alors je vais quitter les slides. Je vous montre, par exemple ici, on a une fonction, on a un module Python qui s'appelle donc calcul vitesse avec une fonction qui prend une liste de variables. Donc là, je vous passe, c'est le module interne qui prend un flottant, donc un nombre flottant et un booléen. Et donc là, si je vais dans l'application, vous verrez que donc cette fonction calcul vitesse, quand je la lance, vous voyez donc j'ai bien la liste de variables dans l'interface, un flottant et un booléen. Maintenant, admettons, j'ai besoin de rajouter un autre booléen, donc j'ai juste à taper ici. Alors, je vais fermer quand même ici. J'ai juste à taper donc new bool. Alors, je suis pas très, c'est pas très original. Hein. Je rajoute un nouveau booléen. Et ensuite, je vais dans l'application, je recharge les modules Python, je lance le module et vous voyez que le nouveau booléen est arrivé automatiquement. Donc voilà, si je le coche ou je le décoche, il sera accessible dans le code derrière. Donc je retourne sur mes slides. Et donc à la conclusion de tout ça, c'est que l'intégration de Python dans une application, ça offre énormément de possibilités. Hein, optimisation de fonctions écrites en Python via le C++ pour avoir de la performance, création d'un système de plugins si on en a besoin, etc. etc. Donc, et ça répond vraiment aux besoins donc, du cas concret qu'on avait, c'est-à-dire d'avoir un modèle de données optimisé en C++ pour gérer de gros volumes de données numériques et des modules de traitement écrits en Python par des experts qui savent faire les algorithmes, mais qui n'ont pas envie de se soucier de tout ce qui est architecture et de tout ce qui est bas niveau. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Ouais, merci Alexandre. De rien. Du coup, si vous avez des questions, comme d'habitude, point d'interrogation et vos questions. On va se prendre 5 minutes pour faire ça. Du coup, on va commencer par une question. Alors, ça concerne le début de ta présentation. Ouais. Tu dis que C++ était un langage peu productif. Qu'est-ce que tu entendais par productif ? Alors, c'est-à-dire que en fait, C++ étant bas niveau, on va souvent avoir besoin de se soucier de gestion de choses comme la mémoire, comme les fichiers, ouvrir et fermer des fichiers qui sont gérés plus ou moins automatiquement par des langages d'un peu plus haut niveau. Donc, on se retrouve à écrire pas mal de code, j'allais dire, technique et moins de code métier parce que il y a beaucoup de gestion bas niveau en fait. Ok. Avec Python, tu peux être plus fonctionnel plus rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus orienté. Ça peut permettre de faire du code beaucoup plus orienté métier rapidement. Ok. Du coup, une autre question. Tu dis que Python est lent, pourtant de très nombreuses équipes l'utilisent pour faire du big data. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi ton regard sur ça ?
Alors justement, en fait, il y a des équipes qui l'utilisent pour faire du big data, mais beaucoup de ces équipes utilisent des librairies fournies en Python. Je pensais, donc je l'ai mentionné plusieurs fois dans ma présentation, je pensais à NumPy, mais je pense qu'il y en a d'autres, hein, je ne suis pas un expert du big data. Et en fait, nombre de ces librairies en fait, sont écrites en C++, donc utilisent en fait ces mêmes mécanismes pour aller chercher l'optimisation en fait. Donc oui, même si le langage lui-même, l'interprétation peut être lente, derrière, cette ouverture vers des langages plus bas niveau permet de faire fonctionner des algorithmes en Python qui sont très clairs, faciles à écrire, avec une exigence de performance. Ok, c'est le bon compromis, quoi. Voilà. Une petite dernière, sauf si vous en avez d'autres, on peut encore en prendre une ou deux, mais sinon on va s'arrêter sur celle-là. Est-ce que tu as testé d'autres systèmes ou d'autres associations de techno pour en arriver là, et du coup, pourquoi c'est Python qui est ressorti plus dans cette association? Alors, on a évoqué plusieurs autres langages pour cette application-là. On pensait à Java éventuellement. Sauf que Java a un peu le même inconvénient que C++ sur cette partie-là, c'est qu'en fait Java, c'est un langage où il faut, pour arriver à quelque chose, il faut avoir quand même une certaine maîtrise de l'objet, faut faire un peu de conception pour avoir quelque chose de propre. Et parfois, faut aussi réfléchir, même si Java a un garbage collector, il faut réfléchir à la façon dont on va allouer la mémoire, etc. Là, on voulait vraiment quelque chose de simple, c'est-à-dire que il y a juste à créer une fonction Python, faire un algorithme dedans, on a accès aux données, et pas avoir à se soucier de créer tout ce qui est tout ce qui est classe, tout ce qui est structure, architecture, pour les utilisateurs experts, ils n'ont pas à se soucier de ça. Et on avait Python vraiment en vue pour sa ressemblance un peu aussi avec sa simplicité d'utilisation un peu à la MATLAB. Et derrière, l'intégration de Python, le langage qui s'intègre quand même le mieux avec Python actuellement, ça reste C++. Parce que il existe bien sûr, il existe Jython avec du Java, mais ça suit moins les évolutions, du Python standard. Donc Okay. c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Voilà. Ok, très bien. Bon, écoute, je ne vois pas d'autres questions. Du coup, merci beaucoup pour ta présentation. Encore une fois, si jamais vous avez envie d'en reparler après, rendez-vous sur le Discord juste après l'émission. On arrive à la fin de l'émission, mais quand même, avant de terminer, Virgile voulait nous parler un peu d'open source avec une toute nouvelle rubrique. Virgile, c'est à toi. On va lancer l'open bar. Virgile, c'est à vous. Ok, c'est l'open bar, c'est ma tournée. Dites-moi ce que vous voulez que je vous serve dans le chat. Non, je plaisante. On va pas parler de bière ce soir, on va parler d'open source. Et d'ailleurs, pour ce soir, c'est moi qui ai le plaisir de prendre la parole. Mais sachez que pour les prochaines émissions, ce serait hyper intéressant quand même que ce soit vous qui soyez mis à la lumière des projecteurs. L'open bar, c'est une petite chronique. On va prendre quelques minutes pour parler open source, donc que ce soit un projet, des pratiques ou même un organisme qui fait dans l'open source, en présentant le fameux projet ou même dans le cadre d'un retour d'expérience ou d'une quelconque autre manière que ce soit, tant que ça touche de près ou de loin à l'open source. Et ce qui est important à retenir aussi, c'est que on ne pourra pas boire gratos. Allez, on passe au sujet de ce soir. Ce soir, moi, je vais vous parler du Hacktoberfest. Ouais, il a dit qu'on n'allait pas boire, et puis après il nous parle de la fête de la bière. Calmez-vous. L'Hacktoberfest, ça n'a rien à voir. C'est un événement qui est annuel, qui a lieu du 1er au 31 octobre, tous les ans, qui est co-organisé par DigitalOcean, donc c'est un fournisseur d'infrastructures cloud américain, par Intel, qu'on ne présente plus, et par la communauté dev.to.
Le but du jeu, c'est d'encourager les développeurs à contribuer à des projets open source en proposant des pull requests sur des issues sur GitHub. Et tout ça pour gagner des goodies, des t-shirts, du Hacktoberfest. On est tous très friands de ça, nous, développeurs informatiques. Du coup, comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. Moi, je suis maintainer d'un projet open source. Je vais taguer mes issues avec un tag spécifique qui est le tag Oktoberfest. Et je vais attendre patiemment qu'il y ait des contributeurs qui viennent me proposer leur pull request pour m'aider dans l'avancée de mon projet open source. La règle du jeu, c'est qu'un contributeur qui fait 4 pull requests sur des issues qui sont tagués Oktoberfest se verra attribuer un t-shirt et des goodies, une récompense, quoi. Mais cette année, il y a eu un petit problème, plus que les années précédentes en tout cas, c'est qu'il y a énormément de contributeurs qui avaient beaucoup envie d'avoir un t-shirt et des goodies, et qui ont fait une très grosse quantité de pull requests qui n'avaient pas de sens. Donc c'était des pull requests où on changeait juste un mot dans un commentaire, ou bien le titre d'une variable, et qui du coup faisaient ça en espérant pouvoir s'attribuer une récompense. Du coup, cette année seulement, à partir de cette année, du coup, plutôt, l'association Oktoberfest a mis en place une nouvelle règle. Il faut que, en plus des 4 pull requests soumises aux maintainers de projets open source, que la pull request qui est ici taguée Oktoberfest à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, soit ensuite acceptée, mergée et taguée en retour Oktoberfest accept. Tout ça dans un délai de 14 jours, parce qu'au vu du montant de pull request que les maintainers se sont vus contraints à devoir étudier, ils ont dû allonger le temps nécessaire du coup pour valider les pull requests. Donc là, du coup, jusqu'au 14 novembre, il y a encore des gens qui vont peut-être pouvoir se voir attribuer des t-shirts. Je profite de cette petite news, ce petit aléa du direct qu'a subi le Hacktoberfest pour vous dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de contribuer à un projet open source. Pour 3 raisons principales. La première, c'est que en contribuant à un projet open source, on progresse et on se forme. On est confronté à des problématiques qui ne seront pas partie de nos projets, et c'est purement et méchamment technique, si je puis dire. Ensuite, ça nous permet de rencontrer du monde. Et puis, de manière générale, les gens qui contribuent à des projets open source, ce sont des passionnés de techno, ou bien des gens qui veulent des t-shirts et des goodies. Donc, ça nous permet de rencontrer du monde. Et surtout commencer à mettre un pied dans l'open source. Parce que je pense, à mon avis, que si même les plus grands, comme Intel par exemple, font de l'open source, c'est pas pour rien. Ouh là là, mais dis donc, je suis en train de voir sur ma montre imaginaire que c'est très tard. Sylvain, il va falloir qu'on ferme les portes du comptoir, là. Ouais, c'est vrai que la nuit est bien tombée maintenant, surtout que c'est hiver. Donc ouais, on va clôturer tout ça. Merci tout d'abord, et donc merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci aux invités. Merci Alexandre, merci Thomas pour votre participation et pour vos présentations. Et alors juste un truc, voilà. On est sur Twitch, vous pouvez nous suivre. Je ne sais plus où est le bouton, mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour pouvoir nous suivre. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des choses qui se produisent dans les semaines à venir. On ne sait pas, voilà. Peut-être qu'on a des idées. Je ne sais pas non plus. Donc voilà, on verra. Une chose par contre est certaine, c'est qu'on se retrouve dans 2 mois. Donc ça nous amène au jeudi 7 janvier. Donc le 7 janvier, nous serons à nouveau en live pour le show, pour l'émission qu'on vient de vous faire aujourd'hui avec de nouveaux intervenants. Et merci aux gens qui s'inscrivent, je les vois apparaître dans l'écran, donc c'est cool. Et pour préparer la prochaine émission quand même, Virgile, je pense qu'il y a un petit truc que tu voudrais dire à tout le monde, donc je te laisse le dire. Ouais, complètement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est que ce soit vous qui soyez mis à la lumière des projecteurs. Du coup, si jamais, comme Thomas ou Alexandre l'ont fait ce soir, vous avez une idée de sujet que vous aimeriez partager à la communauté ou bien de talk, n'hésitez surtout pas à nous le dire. On est joignable sur nos réseaux sociaux, donc on est présent sur Instagram, sur Twitter, mais on sera essentiellement joignable du coup sur le Discord. Voilà. Et petit rappel, donc vous avez eu la transmission ce soir et il y a une retransmission qui se fera sur YouTube. Quand ? On ne sait pas. Voilà, c'est pareil. Quand ce sera monté. Quand la régie aura fait son travail, c'est fainéant. Ouais, ça va.
de suite. Bon, après, on fera ça talk par talk. Donc comme ça, on pourra organiser tout ça par catégorie et ça permet de mieux segmenter les choses. Ok, alors maintenant on va vous inviter à nous rejoindre sur Discord pour pouvoir parler avec les différentes personnes. Alors je partage ton écran, Pierre, on va essayer pour voir si ça marche. Ouais, c'est ça. J'ai une co qui est assez instable. Moi j'y on va crois, voir. j'y crois, j'y crois. Waouh, vous voyez mon écran a priori. Oui, c'est bon. Ça, c'est déjà le magnifique site du compteur du dev réalisé par Sylvain. Qui marche aussi en HTTPS, parce qu'on voit que c'est Il marche aussi, sécurisé. ouais, là je me suis mis en HTTP, mais il marche aussi en HTTPS. Du coup, pour accéder au Discord, eh ben, on se rend sur le lien, donc compteur du dev / Discord. Alors c'est un test en live, hein, l'effet démo est totalement possible. Contenir leader Discord, qu'est-ce qui va me ramener? Est-ce qu'il va me ramener au bon endroit? Normalement oui. Ah, il me demande de me log. Est-ce qu'on a un log pour le... Je ne crois pas. Non, c'est pas possible. Ah, le Google, je sais pas. Bon, après, Sinon, au pire, on peut s'inscrire en live. Hein. Non, on va pas s'inscrire en live. on va pas faire ça, clairement pas. Du coup, c'est un beau fail. Attendez, je trouve une solution de repli. Donc, vous allez sur le Discord. Déjà, vous allez arriver sur une page qui s'appelle Bienvenue. Par contre, on ne la voit pas à l'écran. Là. Ouais, je sais. Je suis en train de préparer mon petit, ma petite roue de secours. Juste l'occasion de présenter de manière parfaite le message d'erreur. Voilà, pour dire qu'on revient vite avec tout ce qui va bien. Voilà, c'était juste le petit easter egg. Ils ont tout prévu. C'est exprès juste pour pouvoir montrer ça. Exactement. Merci Pierre. Non, mais en gros, c'est assez simple. Je vais changer juste d'écran de partage. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. On est bon. Donc, Allez. une fois que vous allez arriver sur le comptoir, vous allez arriver à cette page-là. Il faut bien penser à trinquer. Si vous ne trinquez pas avec nous, vous n'avez pas accès aux différents comptes. Et donc, une fois que vous avez trinqué, vous arriverez donc sur une autre page. Donc, je vais faire ça en live, hein, c'est pas très grave. Vous aurez ce magnifique rôle de Billy and Dave. Et là, donc, vous aurez accès à tous ces chans-là. Donc, il y a plein de chans, on vous laissera découvrir, n'hésitez pas à vous présenter. Le but, c'est vraiment de créer une communauté, donc profitez-en, c'est vraiment pour vous. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie comptoir live, où là, vous avez déjà Alexandre et Thomas qui vous attendent, et nous, on va vous y rejoindre aussi dans l'afterlive veille. Donc, je vous invite à vous rendre dans ces chans-là. Et il y a les chans textuels qui sont associés, où vous pourrez discuter et échanger, ce qui est toujours plus pratique à l'écrit aussi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi si ça vous va, Ouais, ça Sylvain et Virgile. Ouais, c'est bien. C'était un peu de l'impro, mais... Oui, on a pris un chrono. C'est beau. Ok, alors écoutez, moi ce que je propose de faire, c'est tout simplement de quitter le Twitch. On va afficher le lien vers le Discord et puis on vous dit de suite ou à très bientôt en fonction. Et puis juste pour YouTube, on se dit à la prochaine. Extrêmement mauvais comme conclusion, ça. On bossera notre fin. On bossera un peu mieux la fin. On avait bien prévu le début. C'est vrai, c'est vrai. La fin. Non, mais en tout cas, on est hyper contents. On espère que ça vous a plu. C'est un projet qu'on prépare depuis longtemps. Donc. C'est clair. Et merci Sylvain pour la régie, effectivement. Ça sera redit en commentaire. D'ailleurs, la régie, je pense que peut-être, un jour, on en parlera un petit peu parce qu'il y a quand même du Node qui tourne. Enfin, il y a pas mal de trucs qui tournent, donc il y a de s'amuser. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez. Allez, à tout de suite sur Discord. À tout de suite sur Discord.